Bonjour et bienvenue à l'album. Aujourd'hui, on a la chance de découvrir l'album photo de Michel Dion. Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'être là. C'est généreux de venir nous partager tout plein de souvenirs photos. Bien, merci à vous de l'invitation. Je suis vraiment honoré. Oui, bien, pour moi aussi. Alors Michel, ton objet préféré qu'on t'a demandé d'apporter, tu as choisi d'amener tes appareils photo. Bien, en fait, je me suis dit, comme c'est un album une émission sur les albums photos, puis qu'en plus, bien, je pense qu'on va beaucoup parler de voyages, d'expériences à l'international et tout. Bien, c'est des appareils qui m'ont accompagné dans toutes sortes de voyages depuis que j'étais tout jeune jusqu'à plus récemment. Puis c'est le seul souvenir de voyage que je me ramène, donc c'est la chose que je trouvais important d'avoir avec moi. Ça va très bien avec le titre de, de l'émission. De l'émission, assurément. Oui. Donc, qu'est-ce que tu as comme photo à nous présenter? Est-ce qu'on commence par le tout début? J'ai commencé par une photo, je dirais, générique qui représentait mon enfance. Donc, je pense que j'ai eu une très belle enfance. J'ai été élevé seul par ma mère. Donc, moi, j'ai jamais connu mon père. Puis je pense que c'était une enfance très heureuse. J'aimais beaucoup jouer et tout. Puis aussi, une autre personnalité, je pense, dans mon enfance, c'est Gabriel Barry, qui est une personne que j'ai connue à l'âge de 2 ans, puis qui s'est aussi beaucoup occupé de moi, puis par le fait même, qui est devenu comme mon père. C'était un ami, un collègue à ma mère aussi. Donc, bref, je trouvais que cette photo-là était super intéressante parce que ça montre le grand sourire puis le plaisir que j'avais avec les Legos, les dinosaures puis toutes sortes de découvertes. C'est vrai que tu as l'air heureux. Puis, tu n'étais pas à Baie-Saint-Paul à cette époque-là, là? Non, moi, je suis né à Montréal, mais j'ai grandi beaucoup sur la rive sud, donc Longueuil, Ottoburn Park, Mont-Saint-Hilaire, bon, toute cette région. Donc, déménager quelques fois quand même. Oui, absolument, absolument. Une vie un petit peu nomade, mais là, je me considère être posé, oui. Ça a commencé de bonne heure, tout ça. Tiens. Ah, beau jeune homme. Oui, cette photo-là me touche beaucoup. Bon, évidemment, parce que c'est ma mère qui est dessus, donc c'est une personne extrêmement importante pour moi qui m'a tout donné, puis comme je disais, qui m'a élevé en tant que mère monoparentale, donc je sais que tu es ça encore proche d'elle, elle est toujours en vie. Oui, là. vraiment, 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 puis on se parle chaque semaine, puis je ne serais pas la personne que je suis devenue sans elle. Puis cette photo-là est importante aussi parce que c'est une photo qu'on est à Amsterdam. Puis ce que je voulais représenter par ça, c'est que dès un jeune âge, j'ai été initié au voyage. Par ma mère, oui, effectivement. Donc, globe-trotteur dès un jeune âge. Puis je pense que ça a beaucoup conditionné qui je suis devenu par la suite. Donc, voilà. Donc, ta mère aimait voyager aussi. C'était une aventurière également. Oui, absolument. Puis au début, c'est sûr que c'était des voyages à plus petite échelle. Mais après ça, vers l'âge d'à peu près 12-13 ans, là, je suis parti en France, en Angleterre, puis là, plus tard en Europe aussi. Puis cette découverte-là du monde, je pense que c'est ça qui m'a donné cette passion-là, puis cette envie-là aussi de travailler en tourisme. Ben oui, c'est ça. Donc, tu as joué aux touristes en masse dans ta vie. Ça te donne une idée de qu'est-ce qu'on cherche quand on arrive à quelque part. Exactement. Oh, mon Dieu! Tu fais du théâtre? Oui, en fait, cette photo-là, je trouvais ça intéressant, je dirais, pour tout le volet au secondaire. Parce que je pense que j'ai eu quand même un secondaire assez riche en toutes sortes d'expériences. Puis la planche à neige, je dirais que c'est une passion que j'ai eue dès l'adolescence puis que je chéris encore aujourd'hui. Puis que j'essaie aussi de transmettre à ma fille qui a maintenant 7 ans. OK. Puis le théâtre, c'est quelque chose que j'ai pas poursuivi par la suite, mais que je faisais beaucoup au secondaire. Puis au début, c'était commencé avec l'improvisation. Après ça, c'était des théâtres, puis, des pièces. Puis après ça, on a même participé à certaines pièces on a fait des concours à travers le Québec aussi. Okay. Ça, c'était la pièce La complainte des hivers rouges. Puis c'était sur la thématique des patriotes, la révolution des patriotes. Puis je jouais un général anglais qui était assez brutal, sanguinaire et tout. Donc, j'aimais cette idée-là de jouer
différents rôles. Puis c'était le fun de voir les plus jeunes aussi qui nous regardaient avec admiration. Fait que, bref, ça a été des très belles expériences. T'as jamais été gêné sur scène ou devant les caméras? Ou... Ben, c'est drôle parce que je considère qu'au secondaire, j'étais très extraverti. Puis on dirait que plus je vieillis, puis plus je deviens introverti. Ah oui. Mais à cette époque-là, au secondaire, non, je rentrais sur scène, puis... Ben à l'aise. En feu. Là, En ouais, contrôle. C'est bon. Cette photo-là, je la trouve très intéressante pour deux sujets. Premièrement, je pense que quand je parlais de ma jeunesse, je dirais que j'étais peut-être un peu atypique un peu quand j'étais jeune parce que quand j'avais 4 ans, je voulais devenir égyptologue. Fait que tout petit, exactement. Je connaissais les pharaons, les temples, puis tout ça. Puis j'étais beaucoup inspiré par tout Indiana Jones. J'avais écouté ça, puis j'aimais ça beaucoup et tout. Fait que ça clashait un peu, je vais dire, avec les autres jeunes qui voulaient être astronautes ou pompiers. Oui. Mais c'est ça, j'avais cette passion-là de l'Égypte. Je pense une passion aussi qui s'est poursuivie avec le temps pour l'histoire. Puis le premier voyage que j'ai fait, je vais dire... mais pas seul, là, mais je vais dire sans mes parents. Oui, pas toi-même. C'était en 2007, ça veut dire que j'avais, mon Dieu, j'avais 19 ans. Puis j'ai décidé d'aller en Égypte. Puis ça a été une expérience extraordinaire. Je suis curieuse, tu as été là combien de temps? J'ai été là 2 semaines. Puis je pense que ça l'a beaucoup aussi façonné un peu qui je suis devenu après parce que ça a été la première fois, je vais dire, que j'ai constaté un peu plus de plein fouet la pauvreté. Puis après ça, bien évidemment, ça va conditionner toutes sortes d'expériences que j'ai vécues. Mais pour moi, ça a été un rêve qui se réalisait là, de cette image-là quand j'étais jeune, que je me faisais à le voir en une réalité. C'est vraiment un pays extraordinaire. Là. Est-ce que c'était à la hauteur de ce que tu t'attendais? Oh oui, ça a dépassé toutes mes attentes. Puis souvent, les gens, tu sais, moi, je suis rendu, j'ai visité, je pense, 52 pays maintenant. Les gens me demandent souvent, c'est quoi ton plus beau voyage? J'ai toujours encore de la misère à répondre à cette question-là. Mais ça en fait définitivement partie. Ouais, mettons du top 5. C'est ça, exactement. Cette photo-là, je la trouvais super importante parce que... tantôt, j'ai eu l'occasion de parler de Gabriel, qui est devenu un peu comme mon père. Puis maintenant, je le dis ouvertement, là, c'est mon père. Même si c'est pas nécessairement sur mes papiers, je considère vraiment que c'est mon père, celui qu'on voit à l'écran. Puis, dans les années qui ont précédé ce voyage-là au Pérou, on a essayé de faire des démarches d'adoption pour que je sois reconnu plus, je vais dire, légalement. Puis il y avait toutes sortes de complications. Même si ta mère n'est pas en couple avec lui, ça aurait été possible? Ça aurait pu être possible, mais justement, on a rencontré toutes sortes de démarches qui faisaient des obstacles qui faisaient que c'était compliqué. Donc, ce qu'on a fait au Pérou, c'est qu'on a fait, je vais dire, une adoption symbolique. On a trouvé, en fait, je l'ai toujours au cou, là, c'est comme une croix Inca, qui est un signe de persévérance, de force, puis tout ça. Puis on en a acheté 2 pareils, puis je veux dire, on se l'est passé au cou. Fait que c'était quelque chose, je veux dire, qui était pas officiel, mais qui était extrêmement symbolique et riche. Puis ça, ben, ça reste toujours avec moi. Mon Dieu, que c'est beau. Ça veut dire que cet homme-là t'aime comme son fils. C'est toi la même chose. Absolument. Puis c'est comme si aussi je le portais toujours en moi. Puis j'aime aussi cette photo-là parce que Gabrielle est mariée avec Louise, qui est, je veux dire, qui est ma belle-mère. Puis ses 2 fils, donc Jean-Philippe et Pierre-Michel, dans le fond, que je considère maintenant avec mes frères. Donc, bref, c'est pas juste un père que j'ai trouvé en lui, mais c'est aussi une autre famille également. Fait que, je te l'ai pas demandé, toi, est-ce que tu en as des frères et sœurs avec ta mère? Non, c'est ça. Je suis enfant unique, fait que ça m'a permis, je peux dire, d'élargir ma famille, exactement. Ça fait que lui, Gabriel, là, il habitait tout près, là. Tu pouvais le voir à tous les jours. Oui, bien en fait, au début, oui, mais après ça, ben il a déménagé sur la Rive-Nord, mais on a toujours voulu se voir, à l'époque, quand j'étais proche, au moins une fois par semaine. C'était religieux pour nous. Puis là, après ça, maintenant, évidemment, avec la distance, on se voit peut-être,
chaque fois que je descends à Montréal, évidemment, c'est un arrêt incontournable. Mais à l'époque, c'était important qu'on se voit C'est tellement vraiment beau, là, un fréquemment. coup de cœur d'un enfant pour... Oui, absolument. Puis peut-être dire aussi que quand on était au Pérou, on a fait le trek de l'Inca, qui est une marche de 4 jours pour se rendre au Machu Picchu. Ouais. Fait que ça a été aussi un défi physique qu'on a réalisé ensemble. Donc, c'était une belle expérience. Ça, en fait, quelques mois après l'expérience au Pérou, je vais dire que j'ai vécu plusieurs périodes difficiles dans ma vie. Je savais pas trop où m'en aller, fait que j'ai décidé de partir 2 mois en Asie avec mon sac à dos. ouais. Puis avec une amie qui s'appelle Eve, que je chéris beaucoup parce qu'elle m'a comme aidé dans un moment qui était très, très, très difficile pour moi. Puis ce voyage-là a été vraiment important pour moi parce que j'ai fait, Thaïlande, Laos, Vietnam, Cambodge pendant 2 mois. Puis encore une fois, j'ai été beaucoup témoin, je veux dire, de pauvreté, puis tout ça. Donc, j'ai décidé, après ça, d'aller étudier en développement international. Fait que ce voyage-là a été quand même significatif pour moi parce que je me rendais compte que dans le futur, ce que je voulais faire, c'était quelque chose qui avait une vraie signification puis qui contribuait Je comprends. à quelque chose de plus grand, si je peux dire. Fait que tu me disais que ton voyage en Asie avait duré combien de temps environ? 2 mois. Puis justement, je travaillais en tourisme avant. Mais j'ai décidé d'aller plus en développement international au niveau de mes études. Mais j'avais toujours cette question-là de est-ce que le tourisme peut être utilisé comme outil de lutte contre la pauvreté? C'est une question que j'ai commencé à me poser. Oui, en Égypte, mais que j'ai continué à me poser aussi. C'est vraiment une bonne question à se Oui. poser. Ouais. Oh! C'est moins joli que les autres. Bien, en fait, c'est ça, j'essayais de réfléchir à des moments marquants, puis je pense que l'année 2011 a été très, très marquante dans ma vie. Tout d'abord, en avril 2011, faut dire que moi, j'ai toujours été, je vais dire, un peu un workaholic, là. Après mon secondaire, des fois, je travaillais 60, 70, 80 heures semaine. Il y a des moments que pendant mon université, j'avais 4 emplois en plus de l'université à temps plein. Donc, ça, c'était exactement cette période-là. Puis, à un moment donné, j'étudiais en développement international à l'Université d'Ottawa. Je me dirigeais pour un examen. Puis, je me suis endormi au volant. J'ai frappé un 10 roues, une voiture. J'ai revolé sur un garde-fou. Puis après, j'ai revolé sur un autre garde-fou. Oh mon Dieu. Puis la police, après, m'a dit qu'elle comprenait pas comment que j'étais en vie. Mais cette expérience-là, puis celle qui suit, m'a fait beaucoup réaliser que la vie ne tient pas à grand-chose. Puis je pense que ça a beaucoup conditionné qui je suis devenu après parce qu'on passe notre vie, si je peux dire, à économiser, puis tout ça en vue d'une retraite et tout. Puis moi, j'ai décidé de vivre un peu, je vais dire, chaque jour comme si c'était le dernier parce que je me rendais compte justement que on ne sait pas nécessairement ce que l'avenir nous réserve. Ça aide pas un workaholic qui a tendance à travailler 110 heures. Non. Là, tu dois te rendre à 80, là, si chaque seconde. C'est ça, il y a eu cette expérience-là, puis il y a eu celle aussi qu'on voit là que j'ai été en Tunisie à l'hiver 2011 avec une fille avec qui j'étais à l'époque. Puis on s'est ramassé pris dans le printemps arabe, donc quand il y a eu les grosses manifestations pour sortir le gouvernement qui était en place. Puis nous, à l'époque, on ne savait pas trop, tu sais, c'était pas l'époque vraiment qu'on avait accès au Wi-Fi, puis tout ça. Mais qu'est-ce que tu as été faire là, à ce moment-là? Ben moi, j'y allais comme touriste, mais à un moment donné, on a commencé à voir que les gens avaient des battes de baseball dans les rues, il y avait des flaques de sang, puis un beau matin, on s'est levé pour aller prendre une marche. Puis c'est un habitant qui nous a mis à l'abri, qui nous a dit de sortir de là parce que les manifestants s'en venaient. Puis on s'est réfugié dans un hôtel où les gaz lacrymogènes sont rentrés, puis tout ça. Fait que probablement que si ça n'avait pas été de cette personne-là, on aurait été pris au milieu de foule qui était évidemment très, très, très violente et tout. Tu as été là-bas combien de temps? 2 semaines, puis je me suis retrouvé à partir... C'est fou qu'on ne vous avait pas averti avant de partir que ça brassait là-bas. Bien, ça a été un effet de domino. Tout s'est passé très vite. Ça se passait beaucoup en Égypte, sur la place Tahrir, puis après ça, ça a fait boule de neige dans d'autres pays. Mais nous, on est partis, puis le lendemain, ils fermaient l'aéroport, fait que ça s'est fait de justesse. Mais
je pense que c'est des expériences qui nous font rendre compte un peu, je vais dire, de la misère humaine, mais aussi du besoin, nous, d'apprécier un peu plus ce qu'on a, puis de vivre un peu chaque jour comme si c'était le dernier, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous Est-ce arriver. que tu as eu peur? Oui, j'ai eu peur en Tunisie. Je peux dire que j'ai eu peur, puis je sais qu'il y en a qui vivent des expériences, je vais dire, 2 fois plus Je comprends. hallucinantes que ça, mais je pense que quand tu es en voyage touristique, tu te retrouves à être pris dans je veux dire, des bains de sang, puis des foules qui sont un peu hors de contrôle. C'est un peu terrifiant. Puis aussi, je veux dire, quand tu es pris avec des gaz lacrymogènes, c'est extrêmement douloureux pour le système et tout. Fait que c'est des expériences qui sont quand même traumatisantes. Je comprends. Ça, comme tu dis, ça change quelqu'un. Oui. Là, Michel, on va prendre comme une petite pause. On va aller écouter la musique que tu as choisie. Oui. Puis on va ensuite aller regarder l'œuvre d'art que tu as choisie. Parfait. A little bit of loneliness, a little bit of disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. What I want you to want, what I want you to feel, but it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So let go, watching you turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here 'cause you're all that I got. I can't feel the way I did before. Don't turn your... Je suis tellement surprise. T'es de même, toi! Je pensais que t'étais un doux, un calme. Je dirais que c'est pas le type de musique que j'écoute régulièrement maintenant, mais quand on m'a demandé ma musique préférée, c'est sûr que j'ai pensé à ça parce que Linkin Park, ça a été un groupe extrêmement important pendant mon adolescence. J'avais un ami Simon, on écoutait tous les albums. Quand un nouvel album sortait, on faisait des sessions d'écoute. Puis aussi, l'autre chose, c'est qu'on a été voir des concerts, donc 6, 7, 8 concerts de Linkin Park. On y allait ensemble avec des amis et tout. Donc, c'est vraiment le groupe qui m'a accompagné pendant toute mon adolescence, le début de ma jeune vie adulte. Puis évidemment, un jour... Mais pourquoi cette chanson-là? J'ai choisi cette chanson-là juste parce que, je vais dire, c'est peut-être celle le plus emblématique. J'ai hésité entre elle puis The Little Things Give You Away, qui est une chanson qui a été faite pour critiquer un peu l'administration américaine pendant l'ouragan Katrina, qui voulait une chanson activiste qui me parle beaucoup. Mais bref, ça m'apparaissait important parce que il y a des groupes qui nous touchent beaucoup. Puis quand le chanteur Chester s'est suicidé il y a plusieurs années déjà, ça m'a vraiment anéanti. Puis j'avais l'impression que c'était une partie de mon enfance qui mourait en même temps. Puis je pense qu'on peut faire le parallèle un peu avec ce qui vient de se passer avec les Cowboys fringants. Ouais, avec Évidemment, on voit comment que les gens, ça les rejoint, puis tout ça. Puis c'est comme si c'était quelqu'un qu'ils connaissaient. Donc voilà, c'est un groupe qui a été très important pour moi, puis qui l'est encore. Ça, c'est la toile que tu as choisie. On reconnaît Van Gogh. Oui, absolument, absolument. En fait, j'ai beaucoup hésité. Je dirais qu'esthétiquement, quand j'ai été à Amsterdam en 2004, j'ai été au musée de Van Gogh, puis je dirais qu'avec ma mère, encore une fois, qui m'a amené là-bas. Puis je dirais que j'ai eu un coup de cœur pour cet artiste-là. Je dirais que c'est l'artiste qui m'a fait intéresser un peu à la peinture et tout. Donc je trouve qu'esthétiquement, c'est un magnifique tableau. Mais j'ai eu une hésitation, je dirais aussi, avec le tableau Guernica de Picasso. Parce que pour l'avoir vu en vrai, le message, je dirais, anti-guerre, anti-dictature de Franco à l'époque, me parle beaucoup, beaucoup. Donc, j'aime les artistes qui réussissent aussi à passer un message politique ou activiste à l'intérieur de ça. Donc, esthétiquement, celui-là, mais je dirais au niveau du cœur, peut-être plus celui de Picasso. C'est quand même 2 bons choix. 2 bons choix, en effet. Juste avant la pause, on était quand même dans un conflit, dans une guerre civile. Puis, tu sais, ton objet, c'est la photo. Oui. Donc, pour toi, une œuvre qui est importante, c'est celle justement de la prise de vue. Oui, absolument.
Souvent, je trouve qu'au niveau de nos médias, on est beaucoup dans l'actualité, bon, évidemment, provinciale, nationale, internationale, je dirais limitrophe. Mais pendant qu'on se parle en ce moment, je veux dire, il y a des enfants chaque 7 secondes qui meurent de la faim ou de conflits divers, etc. Donc, je dirais que tout ce qui est journaliste de conflits, photographie de conflits ou d'actualité ou etc., c'est probablement l'œuvre d'art, si on me dit la photographie, qui est la plus importante pour moi. J'allais beaucoup dans toutes les expositions de World Press Photo avant. Parce que ça nous éveille sur toutes sortes de situations qui se passent chez nous, mais qu'on n'entend jamais parler. Puis ça, je trouve que ça témoigne encore une fois que c'est comme si la vie, je dirais, de quelqu'un qui habite au nord est toujours plus importante que la vie de quelqu'un qui habite au sud. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu révolté. Donc, cette forme d'art-là est très, très, très importante pour moi. Puis j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui risquent leur vie pour nous ramener ces histoires-là puis ces images. Ouais, pour nous conscientiser avec ce qui se passe, oui. Exactement. Tiens, on va repartir sur une touche joyeuse. Oui, bien évidemment, en 2011, j'ai rencontré ma conjointe avec qui je suis encore aujourd'hui, donc Marie-Hélène. Donc, écoute, c'est elle ton grand amour. Oui, absolument. C'est ma partenaire de vie, puis... on s'est rencontrés, je pense, à un moment qui était parfait, puis toutes les épreuves après, on les a faites ensemble, puis elle a toujours été là pour moi. Puis je pense qu'en guise d'épreuve, ici, on a été faire un voyage d'1 mois en Indonésie puis en Malaisie, puis ça faisait à peine 6 mois qu'on sortait ensemble. Wow. Elle n'avait jamais fait, je veux dire, de grands voyages. Puis ça a été une expérience extraordinaire. Puis je remercie chaque jour d'être tombé sur quelqu'un d'extraordinaire comme elle, qui m'a toujours soutenu dans tous mes projets. Je suis pas facile, là, je suis très hyperactif dans tout ce que je veux entreprendre et tout. Ça peut être déroutant pour elle. Puis elle, toujours derrière moi à m'encourager et tout. Fait que ça me touche super profondément. Femme, une voyageuse comme on voit, quelqu'un qui te suit dans tes projets. Oui, puis aussi, tu sais, elle, c'est une infirmière qui dédie sa vie aussi à guérir des gens. Puis ça aussi, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Donc, le fait aussi qu'on a réussi à conjuguer son travail, que je trouve socialement très, très important, avec moi, tout ce que je lui demandais. Je pourrais jamais être assez reconnaissant de tout ça pour elle. Ah, c'est le fun de découvrir. Tu as vraiment une belle conscience sociale. J'essaye. Merci. Alors là, tu étais rendu dans quel pays? Bien, en fait, après mon bac en histoire et développement international, je me suis lancé en maîtrise en développement du tourisme. Puis... on est revenu au tourisme. Oui. Puis justement, on est revenu à cette fameuse question-là qui était est-ce qu'on peut utiliser le tourisme comme outil de lutte contre la pauvreté? Puis j'avais 2 choix à l'époque, d'aller travailler dans le Nord ou d'aller travailler dans un pays en développement. Puis je me suis lancé, puis j'ai été vivre 3 mois au Cameroun, donc en Afrique. Mais ça, c'est avant de rencontrer ta conjointe, là. Non, c'est après avoir rencontré ma conjointe. Ça faisait à peu près 1 an. Quand je dis qu'elle m'a vraiment soutenu dans toutes mes épreuves, ça faisait à peu près un an qu'on était ensemble. Quand je suis parti vivre 3 mois, je suis parti seul. Puis ça a été une expérience qui a été à la fois extrêmement frustrante, déroutante et tout, parce que une fois que je suis arrivé sur place, moi, je m'attendais à travailler avec les gens, puis finalement... on m'a dit, ben go, on te laisse tout seul, bonne chance, fais une stratégie de développement touristique et de lutte contre la pauvreté. Puis à la fois, ça a été une expérience extrêmement riche parce que j'ai rencontré toutes sortes de gens qui me sont encore chers. Donc, humainement très riche. Humainement très riche. Ça a été très, très, très difficile. Il y a plusieurs fois que je voulais juste partir. Ça m'a beaucoup aidé quand ma mère est venue me voir après 1 mois que j'étais là. Je la remercie encore d'ailleurs pour ça. Ma conjointe aussi qui est venue me voir aussi après 2 mois que j'étais là. Ça a été très, très, très difficile, mais je dirais que c'est probablement l'expérience dans ma vie qui a été le plus changeante, qui a plus changé qui je suis, la plus marquante, qui je suis devenu par après. Puis évidemment, ben, quand tu côtoies au quotidien
la pauvreté, la faim, la misère, des gens que j'ai rencontrés qui sont décédés quelques semaines après de malaria ou toutes sortes d'autres choses. Quand tu reviens au Canada, tu apprécies beaucoup plus les conditions dans lesquelles tu vis, les choses que tu as, la chance qu'on a quand même de vivre, même s'il y a des gens qui sont encore en très grande pauvreté ici au Canada aussi, mais la chance que, par exemple, les privilèges que moi j'ai de vivre dans le confort, je veux dire, puis le luxe relatif là, que j'ai. Donc, ça a été une expérience très riche, mais en même temps très, très, très déroutante. Oui. Et puis, est-ce que tu as fini par répondre à ta question? Est-ce que le tourisme pourrait sortir de la pauvreté? Bien, on aura l'occasion, je pense, d'en parler dans d'autres photos, mais je pense que c'est une question qui peut pas nécessairement... La réponse courte, c'est oui, mais en même temps, on doit constamment travailler pour améliorer, je pense, nos formes de tourisme. Puis là, je parle dans les pays en développement, mais je pense ici même, dans Charlevoix aussi. On aura l'occasion peut-être d'en discuter aussi. Mais oui, ça... Je dirais que dans ce voyage-là au Cameroun, j'y ai pas répondu parce que ça a été très, très, très difficile, mais dans d'autres expériences suivantes, oui. OK. Ça, c'est une expérience, une des plus belles expériences de ma vie, puis à la fois une des plus tristes. C'est quand j'ai décidé avec Marie-Hélène d'aller marcher jusqu'au camp de base de l'Everest. Oui. Donc, on est parti, on a marché pendant une dizaine de jours. C'était une randonnée d'à peu près 16-17 jours. Puis après ça, au 8e jour, je dirais environ, elle a commencé à avoir des malaises, des maux de cœur, des maux de tête. Puis finalement, on s'est vite rendu compte qu'elle était après faire un œdème cérébral. Donc, étant donné qu'on était rendu à 5000 mètres, donc on devait descendre extrêmement rapidement, sinon elle allait mourir, bien entendu. Donc, c'est une expérience qui a été difficile parce que, bon, évidemment, ta partenaire de vie, quand puis là, tu essaies de tu devais t'inquiéter gérer, pour c'est ça, elle. tu veux... puis en même temps, on a réussi à la sauver, puis elle se sentait mal qu'on n'ait pas pu finir ce défi-là. Projet, mais pour moi, c'était même pas une question. Sa vie vaut plus que plein de choses, que peut-être même plus que la mienne. Fait que c'est ça. Puis en même temps, c'est une photo que j'aime beaucoup parce que je pense qu'une grande démonstration de sa résilience, c'est qu'on a ce souhait-là d'y retourner un jour puis de compléter ce qu'on n'a pas réussi de faire. Fait qu'on s'est dit, le premier voyage qu'on va faire quand, par exemple, notre fille ne voudra plus voyager avec nous, si je peux dire, là, c'est on veut retourner faire ça, le camp de base de l'Everest, puis finir ce qu'on avait commencé ensemble. En tout cas, vous n'avez pas peur de l'épreuve... Physique. Non, oui, non mais mentale aussi avec vous. Oui, puis c'est très, très, très physique. Évidemment, c'est très difficile physiquement, mais c'est surtout mental, je pense que tu l'as bien dit. Ouais. Chaque jour était extrêmement difficile, il fallait surpasser la fatigue, la faim, le froid. Mais le paysage est tellement extraordinaire que pour nous... J'avoue, ça avait l'air magnifique. Ouais, on aurait pu croire que vous aviez monté. C'est parmi les plus belles choses que j'ai vues de ma vie. Mais déjà, là, la photo, on était à 5000 mètres, donc c'est quand même déjà... Ah oui. Ouais. Ben, écoute, quand je suis revenu, évidemment, du Cameroun, je me cherchais beaucoup. J'ai fait une année de doctorat où je m'intéressais encore à cette question-là. Puis après une année de doctorat, j'ai voulu changer, puis aller sur le marché du travail. Puis j'ai eu, tantôt je disais, j'avais le choix entre aller dans le Nord ou aller dans les pays en développement. Ouais. Puis là, j'ai eu une opportunité d'aller travailler puis de faire un contrat d'1 an et demi dans le Nord du Québec pour aller mettre en valeur le tourisme autochtone. Puis je trouvais que ça rejoignait beaucoup ce que j'avais fait comme parcours de faire du tourisme qui contribue à améliorer des collectivités et tout. Donc, j'ai accepté ce mandat-là. Puis après 1 an, mon directeur général a quitté. J'ai dit, bon, j'ai rien à perdre, je l'essaye. Puis j'ai appliqué, puis j'ai eu le poste. Je suis devenu directeur général d'une association touristique régionale à 26 ans. C'est fou. C'était le plus jeune DG d'ATR qui a eu, puis je pense que c'est encore le cas.
Donc, c'était une expérience à la fois un peu, je vais dire, épeurante en termes de défis puis tout. Je comprends. Mais ça, c'est la Puis là, photo... tu t'es retrouvé où dans le Grand Nord? À Chibougamau. J'habitais à OK. Chibougamau, mais ça a été une expérience extraordinaire parce qu'on partageait des employés, on partageait des ressources aussi avec les Cris, donc avec les Autochtones, avec ma collègue Robin, que j'affectionne particulièrement, qui est sur la photo. Puis ça, c'est la photo à mon party de départ en 2019. Puis pourquoi j'ai choisi cette photo-là, c'est qu'elle me parle beaucoup. Parce qu'il y a des non-autochtones, il y a beaucoup d'Autochtones sur la photo aussi. Puis ce monde-là, je pense, où on collabore ensemble au développement du tourisme, où on n'est pas, je vais dire, en ségrégation, puis tout ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Puis je pense qu'il est un exemple là-bas de choses qu'ils font qui sont vraiment inspirantes. Notre partenariat, on a eu l'occasion de le présenter en exemple partout au Québec. Puis ça se poursuit encore aujourd'hui. Puis là, tu as été là-bas combien de temps? J'ai été là-bas 5 ans. J'ai fait ça pendant 4 ans comme directeur général. C'est tout un défi, quand même, amener du tourisme dans le nord du Québec. C'est tout un défi, puis en même temps, il y a quelque chose de l'immensité, l'isolement qui est tellement extraordinaire, puis aussi de mettre en valeur une vraie culture autochtone, authentique. Souvent, on dirait qu'on veut répondre aux clichés, puis c'est les plumes sur la tête, puis tout ça. Mais les gens, c'est pas nécessairement ça qu'ils vivent, puis ils ont des savoirs ancestraux qui sont tellement intéressants et des valeurs à partager qu'on aurait tellement à apprendre. Donc, ça a été une expérience très riche professionnelle et humaine. Puis sans ça, encore une fois, je pense que ça serait pas Alors, qui ça a je suis été des devenu belles après. années. Ah, absolument. Marie-Hélène était avec toi à Chibougamau. Oui, bien, encore une fois, tu sais, quand je disais qu'elle m'a accompagnée, à la base, on venait pour 1 an, elle avait pris un sans-solde, elle travaillait comme infirmière dans le Nord. Puis là, quand j'ai dit je veux rester là, OK. Mais finalement, elle a sauté dans le défi, elle s'est enracinée, elle a fait des relations là-bas. Puis même à la fin, bien évidemment, elle était très, très triste de quitter, bien entendu, mais ça montre encore son support indéniable. Oui. T'es vraiment chanceux. Oh! Ouais. Est-ce que Là, il faut que c'est ton j'essaie de bébé? ne pas pleurer. Oui, je te comprends. Donc, 21 août 2016, donc la naissance de ma fille, Emilia Dion. Fait que voilà, ça a été je veux dire, un des jours les plus difficiles de ma vie parce que l'accouchement a été très, très, très difficile pour ma conjointe. Ça a pris 36 heures. Oh. Mais le plus beau jour de ma vie, sans aucun doute, parce que cette personne-là, cette magie-là est entrée dans mon cœur puis dans nos vies. Puis à la base, moi, j'étais quelqu'un qui voulait pas d'enfant. Puis finalement, c'est moi qui, à ma conjointe, qui en a parlé. Parce que je te dirais que j'avais l'impression que je passerais à côté de quelque chose, mais aussi... On dirait que j'avais ce désir-là de former un peu une citoyenne du monde, puis quelqu'un qui allait être conscientisé un peu comme j'essayais de l'être. Puis depuis, je m'en passerai pas. Non, là. je comprends. Ouais. Un grand, grand, grand amour. Oui, absolument. Ah! Cette photo-là aussi me touche beaucoup. C'est une photo que j'ai prise au Bénin. Puis justement, tantôt, tu me posais la question, est-ce que j'ai répondu à cette question-là? Puis justement, j'avais cette quête-là de continuer à m'impliquer. Donc, je suis rentré comme conseiller volontaire sur une ONG qui s'appelle Catalyst Plus, où j'effectue, dans le fond, des mandats d'accompagnement pour des entreprises ou des gouvernements, du volontariat, mais à l'international, des séjours de 2 ou 3 semaines. C'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui. Ah oui? Puis j'ai fait une expérience en 2016, j'ai été au Sénégal, en 2017 en Côte d'Ivoire, en 2018 au Bénin. Puis j'ai eu des expériences beaucoup plus positives, si je peux dire, dans ces expériences-là. Puis justement, ça, c'est un village que j'ai visité au Bénin qui se spécialise dans le tourisme solidaire où l'objectif, c'est que le touriste réussisse à dégager des sommes pour investir dans des projets communautaires comme des écoles, la santé et tout. Fait que ça, c'était un type de touriste qui me parlait. C'est un touriste qui permet d'améliorer les conditions. Cette photo-là, je la trouve magique parce que souvent dans certaines
certaines croyances, ils ont l'impression qu'une photo, une caméra, ça capture l'âme, ça vole l'âme d'une personne. Oui. Donc, j'aimais ça me mettre en mode selfie pour enlever la notion de danger. Puis là, il y avait évidemment tous les villageois, les jeunes qui voulaient faire partie de ça. Mais ces expériences-là ont été très, très riches parce que, un, j'ai connecté, je vais dire, humainement, mais deux, j'ai continué à m'impliquer et je me suis dit, oui, c'est possible de faire du tourisme qui met en valeur des communautés puis qui contribue à améliorer leur sort. Alors, à ta grande question, c'est possible, mais il ne faut pas que ce soit fait n'importe comment. Exactement, oui. Donc, là, on va lâcher les photos un petit peu. Oui. On va aller voir le personnage le plus important pour toi. Je dois dire que j'ai beaucoup hésité. Je pensais à toutes sortes de personnages du 20e siècle. Tu sais, des gens, Mère Teresa, Martin Luther King, Ouais. des gens qui ont beaucoup lutté pour un monde meilleur, Gorbatchev et tout. Mais je pense que la personne, qui m'a beaucoup inspiré, c'est Nelson Mandela. Parce que, évidemment, il a eu une vie très dure, dont la majorité de sa vie en prison. Et une fois sorti en prison, sa stratégie a été d'être dans la réunification. Et entre, je vais dire, race blanche, race noire et tout. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour des gens qui ont été emprisonnés pendant des années puis qui n'ont pas développé un sentiment d'amertume, qui en sont sortis avec un discours positif de reconstruction. Deux, cette notion-là de transracial, je peux dire que on est tous des humains, puis tout ça, puis que ça n'a pas de bon sens des mondes où il y a de la ségrégation. Ce qui puis se passe en Afrique du Sud n'avait aucun sens avec l'apartheid. Puis trois, bien évidemment, en raison de la colonisation, l'Afrique connaît des sorts qui sont très difficiles. Donc, je pense que c'est un leader africain qui est vraiment inspirant, puis sur qui je pense que j'aime beaucoup m'appuyer. Alors là, Mitchell, j'aimerais ça faire une espèce de petite rafale. Je te pose des questions, tu réponds par oui ou non. À moins que ce soit bien important, tu as le droit d'en rajouter. C'est bon. Est-ce que tu es un gars sensible? Plus non que oui, je pense. Donc, un rationnel. Oui, ça dépend sur quoi, là, mais ouais. Elle est difficile à répondre, celle-là. Un romantique? Non. Un joueur de tour? Non. Non. Un rassembleur? Oui, je pense que oui. Oui. Bon cuisinier? Pas pire. Pas pire. Jardinier? Non. Non. Un musicien? Non. Non. Danseur non plus? Non. Je suis capable de me débrouiller, mais beaucoup plus non que oui. Est-ce que tu es un rêveur? Je suis très, très, très terre à terre, mais j'ai quand même un optimisme infini pour certaines choses à laquelle j'aspire. Est-ce que tu as tendance à être mélancolique? Non. Non. Est-ce que tu es ordonné? Non. Non. Non, ben ça dépend dans quoi, je dirais. On dirait que, je vais dire, pour des choses que j'aime, mettons, mes photos de voyage, des choses, je vais être ordonné. Mais pour certaines autres choses, non, vraiment pas. Est-ce que tu es routinier? Non. Non plus. Un grand dormeur? Non, puis il faudrait que je dorme plus aussi, on me le dit souvent. Un sportif? Quand même, pas un grand sportif, là, mais je joue au soccer à l'année, planche à neige, donc j'essaie quand même en voyage, randonnée toujours, donc oui, je dirais quand même oui. Est-ce que tu as des animaux? Un chat, Nina, qu'on a eu au mois de mai, qu'on a pris dans une SPCA, puis on s'en passerait plus maintenant. Ben non. Est-ce que tu es croyant? Non, pas du tout. Féministe? Oui, absolument. Écologiste? Absolument.
Tiens, j'ai fini avec mes questions un peu embêtantes. On va retourner à tes photos. Alors, tu es aussi un joueur de soccer. Oui, un joueur de soccer. J'ai commencé ça quand même à un jeune âge. Je me considérais pas être un bon joueur de soccer, là, mais c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Je vais dire, j'ai essayé d'initier ma fille. Es-tu bonne? Ben, moi, je la trouve bonne, c'est sûr. Je suis biaisé puis tout ça, mais elle n'a pas persévéré nécessairement au soccer. Je pense qu'elle aime jouer pour le fun, mais elle n'aime pas jouer dans un contexte compétitif. Mais cette photo-là, je dirais que je l'ai choisie pour le partage de passion, je dirais, que j'ai avec ma fille. Bon, là, le soccer, ça n'a pas nécessairement perduré, mais on aime voyager, on aime faire des Legos, construire des choses ensemble, on aime beaucoup jouer ensemble. Ouais. Elle associe beaucoup le jeu à son père. Non, on et sent tout. que vous êtes très proches, là. Ouais. Vous êtes beaux. Puis cette photo-là, en fait, au niveau des photos, j'avais de la misère à choisir parce qu'on en a plein, mais on l'a initié à un très jeune âge au voyage. Ouais. Dès 6 mois, on a été en Italie avec elle, qu'elle avait 6 mois. Puis maintenant, elle a 7 ans, puis elle a déjà visité une vingtaine de pays. Ah, ouais. Mais je trouvais ça important dans cette photo-là, puis je ne sais pas nécessairement si on a l'autre aussi. Oui, cette photo-là, Oh mon Dieu, ouais. elle me touche pas en Italie, énormément, particulièrement parce que on veut pas juste la faire voyager, mais on veut aussi la conscientiser à des choses qui se sont passées dans l'histoire ou des conditions dans lesquelles les populations vivent. Ça, c'est une photo qu'on a prise à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, qui est dans le fond des ruines de la guerre des Balkans des années 90. Puis, de l'avoir exploré ces ruines-là, moi, cette photo-là, esthétiquement, c'est pas nécessairement une belle photo en raison du décor, mais c'est une photo, moi, qui me rejoint beaucoup. Elle est très parlante. Parce qu'on est après, en tout cas, on aime penser qu'on est après former quelqu'un qui aura ces valeurs-là, puis qui aura cette notion-là de bâtir un monde meilleur. Quand vous dites on s'en va en voyage, est-ce qu'elle saute de joie ou elle dit oh non, je préférerais rester avec mes amis? Non, elle saute de joie parce que c'est un moment juste avec ses parents, c'est un moment, je veux dire, loin des responsabilités, puis tout ça. Puis avant, je dirais qu'avec toutes les allergies qu'elle a eues, on avait des destinations beaucoup en Europe et tout, quoi qu'on a été au Japon quand elle avait 2 ans. Mais maintenant qu'elle a moins d'allergies, on essaie d'explorer le monde. On a été en Colombie l'été dernier. La photo d'avant, c'était une photo en Colombie où on était dans des genres de bidonvilles. Puis on a été à la rencontre des gens là-bas qui nous ont expliqué un peu comment ils vivaient, comment ils se débrouillaient. C'était extrêmement riche humainement. Puis elle s'adapte facilement. Elle s'adapte facilement. Puis là, justement, on s'en va en janvier. Elle s'en va en Afrique pour la première fois. On s'en va au Kenya. Donc, ça va être une expérience aussi très riche. Ouais. Dommage qu'elle n'aime pas le soccer parce qu'elle aurait certainement trouvé plein de petits copains pour jouer dans les rues. Assurément. Puis pendant qu'on est sur cette thématique-là, bien évidemment, moi... on est dans le soccer. On est dans le soccer, encore une fois. Moi, j'ai une très grande passion pour le soccer. J'ai commencé à bâtir mon équipe. On aura l'occasion d'en parler tantôt, mais quand j'avais 16 ans. Puis, cette photo-là, en fait, moi, chaque week-end, je regarde des matchs. Donc, il y a des équipes que je suis, comme mon équipe préférée, c'est Manchester City. Puis, je me fais un devoir, quand je vais en Europe, d'essayer d'aller voir des matchs. Est-ce que tu es à Manchester? Oui, je suis à Manchester, en Angleterre. Donc, je voyais, je vais dire, quasiment des idoles, des joueurs que j'adore. Puis, j'ai été voir un match de demi-finale de la Ligue des champions. J'ai été à Liverpool, j'ai été en Espagne voir Barcelone, Madrid. Oui. J'ai été au Portugal, j'ai été en Italie voir Florence. J'ai été tout récemment là, à Paris voir le Paris Saint-Germain aussi. Donc, c'est comme, c'est presque une religion pour moi. Ça te fait vraiment voyager, ça aussi. Mais quand j'ai des voyages, j'essaie de faire coincer ça aussi. Puis chaque fois que je vais là, évidemment, je suis comme un petit gars. Là, c'est vrai? Est-ce que tu as de la représentation de Charlevoix quand tu vas en voyage?
Pas vraiment, non. J'essaie de pas mêler, je dirais, le personnel puis OK. le professionnel. Puis je pense qu'on a des gens, je pense à ma collègue Mylène, ma collègue Michel, j'ai des personnes dans mon équipe que je considère amplement plus compétents que moi pour faire la représentation. Puis on a toute une équipe marketing qui ont un talent absolument infini. Mais oui, le soccer, c'est quelque chose qui est vraiment, je veux dire, en moi. Puis, ben voilà, je pense que la photo est tout à fait à propos. Quand j'avais 16 ans, j'ai créé ma première équipe de soccer. Je suis arrivé au club de soccer à Longueuil avec 16 chèques, 16 noms, 16 formulaires remplis par un jeune qui avait 16 ans. La Ligue n'en revenait pas. Là. Il disait on n'a jamais vu ça nécessairement. Puis c'est pour dire qu'à travers toutes ces années-là, j'ai souvent créé des équipes. Mais là, ça a été jusqu'à cet été de créer pour la première fois une ligue. Dans les 3 dernières années, je gérais une équipe dans Charlevoix. Puis chaque année, on devait dire non à des jeunes et des moins jeunes qui voulaient jouer au soccer. Puis ça me brisait le cœur un peu. Fait que j'ai décidé de créer une ligue mixte pour les 16 ans et plus. Puis on a eu 4 équipes, dont 2 équipes de travailleurs latino-américains. Ben oui. Puis ça me touche encore beaucoup parce que je contribue aussi à une mission sociale, je peux dire, d'attirer puis de travailler à la rétention aussi des immigrants puis des travailleurs étrangers. D'amener un peu de bonheur dans leur nouvelle vie, pas si facile. Fait que je pratique une passion, si je peux dire. Puis en même temps, ben, de voir des garçons, des filles, des femmes, des immigrants, puis tout ça, puis d'avoir une ligue, de gérer une ligue, ça, c'était quelque chose, une belle fierté pour moi. Alors là, vous êtes à Baie-Saint-Paul ou la Malbaie? Là, on était à la Malbaie, fait que cette année, c'était juste à la Malbaie, mais j'essaie justement de voir comment exporter la Ligue, peut-être pour rejoindre d'autres municipalités. Je suis sûre que ça marcherait très bien ici. Ça fait partie de ce que je veux regarder cet hiver dans le peu de temps que j'ai. Cette photo-là, quand on parle de gens importants pour nous, j'ai beaucoup parlé de ma mère, de mon père. Je trouvais ça important de parler de mes amis aussi. Ouais. Je me suis tissé d'amitié au secondaire avec mes amis. Ils ne sont pas tous sur la photo, malheureusement. Mais, donc ça, tous des amis de longue date. Tous des amis de longue date du secondaire de Montréal. Puis c'est important pour moi de garder... je disais quand j'étais enfant unique, moi je trouve que quand tu es enfant unique, les gens disent « Ah, c'est plate, tu n'as pas de frères et sœurs. » Ben moi, je réponds souvent, c'est comme si mes amis, c'était devenus mes frères. Donc, chaque année, on est rendu à notre 8e, je pense, édition. On se fait un devoir chaque année avec certains de mes amis d'aller à la pêche, de faire un voyage, puis de se réserver ce temps-là ensemble. Donc ça, c'est une photo qu'on a. J'ai d'autres amis qui sont pas là, mais c'est des gens qui sont très, très importants pour moi. Puis je pense que même s'il y a la distance, je sais qu'ils vont toujours être là pour moi, peu importe l'épreuve. C'est vrai que des amis, c'est comme la famille parfois. Exactement. Oui. Bien là, on est au domaine Forget. Ah, on est plus proche. Bien évidemment, c'était important pour moi de parler de mon emploi actuel. Donc, évidemment, directeur général de Tourisme Charlevoix depuis 2019. C'est pas rien, hein? Bien, c'est pas rien, mais en même temps, j'ai tellement une reconnaissance pour l'accueil chaleureux que j'ai eu de la part de mes collègues, des entreprises touristiques, puis aussi de tous les élus, les gens qui travaillent dans les MRC, les municipalités et tout. J'essaie de trouver la photo la plus marquante, puis je pense que celle-ci me touche beaucoup. Dès que je suis rentré à Tourisme Charlevoix, puis encore aujourd'hui, on a une équipe tellement extraordinaire. Si je pouvais, je saluerais chacun de mes collègues. Ils sont tous d'un professionnalisme extraordinaire, puis des gens très, très riches d'un point de vue humain. Mais on avait ce souhait-là, je dirais, de travailler pour une destination, je veux dire, plus durable, plus responsable. Dans Charlevoix, on a 1 million de touristes par année, puis on a juste 30 000 habitants. Fait que le ratio visiteurs-visités est très, très, très imposant, très écrasant dense, parfois aussi. Puis, parallèlement à ça, bien, on a une MRC qui est parmi les plus dévitalisées du Québec. On en a un autre aussi, je dirais, qui est quand même assez loin dans les classements en termes d'indice de vitalisation.
Donc, on voyait, dans le fond, même ici, tu sais, que le tourisme côtoie la pauvreté. Tu sais, on parle beaucoup de l'Afrique, dans d'autres pays, mais c'est le cas aussi dans Charlevoix. Donc, on avait ce souhait-là de construire, je dirais, une meilleure destination, de faire plus attention à notre environnement, parce que ce qui fait que les gens viennent nous voir. Plus à la communauté. Exactement. Là, Oui, puis on veut profiter plus l'environnement qui fait notre réputation. On est une réserve de la biosphère, puis parallèlement à ça, vous l'avez bien dit, on est une destination où tout coûte de plus en plus cher, puis là, c'est rendu que même notre population ne peut pas y accéder. Donc, le 27 avril, on a lancé notre nouvelle planification, qu'on a consulté 800 personnes, dont plus de la moitié des citoyens dans cette démarche-là. Puis lors du lancement, il y avait des entreprises, il y avait des citoyens, il y avait l'équipe, bien entendu, il y avait des élus. Puis on a tous lancé ça ensemble, puis on s'est dit, go, on travaille tout le monde ensemble d'ici 2027 à bâtir une meilleure destination touristique. Ouais. Puis là, on a des actions super le fun parce qu'on a des actions, oui, pour les entreprises, les accompagner dans l'adaptation au changement climatique. Je pense qu'on l'a vu avec les inondations qu'il y a eu cet été. Très touché. On a outillé les décideurs parce qu'ils ont besoin de nous aussi pour faire face à certains enjeux. Sensibiliser les visiteurs aussi à avoir des meilleurs comportements une fois sur place. Puis finalement, évidemment, travailler pour nos citoyens. Donc, agir pour le bien-être de nos citoyens. Je suis vraiment surprise. Moi, dans ma tête, Tourisme Charlevoix avait comme mission d'attirer plus de touristes. Et finalement, c'est pas ça. Vous avez vraiment une mission sociale qui est de prendre soin du territoire. Bien, on s'est donné une mission sociale parce qu'à la base, je dirais que c'est pas nécessairement dans nos fondements, dans l'ADN, si je peux dire. Là. Oui, de contribuer à la richesse économique, ça, c'est certain. Mais on s'est donné ce défi social-là, puis la question du tourisme, on s'est dit, c'est pas juste une question de volume, c'est une question aussi de qualité de tourisme. Oui. On aime peut-être mieux en avoir juste un, mais un qui va bien dépenser, qui va être curieux, qui va être respectueux de notre environnement, plutôt que d'en avoir deux, tu sais, qui vont juste rester dans leur espace ou pas faire attention à l'environnement et tout. Donc, oui, c'est une mission qu'on s'est donnée, puis je pense que ce mouvement-là, puis cette journée-là, ce lancement-là qu'on s'est donné, tout le monde, de voir les citoyens qui me disaient « Moi, je me reconnais beaucoup là-dedans. Merci de nous avoir consultés là-dedans. » ça a fait toute la différence. Puis je pense que l'équipe maintenant est très engagée puis à pied d'œuvre pour faire ça. Oui. Tiens, et celle-ci, là, t'es rendu où? Là, je suis rendu au On Togo. vient de passer de Tourisme Charlevoix à... Bien, en fait, ce que je voulais dans cette photo-là, puis la suivante, c'est un peu un genre de conclusion, si je peux dire. Oui. C'est qu'il y a une expérience que j'ai vécue en octobre dernier, donc tout récemment, qui a été très, très riche au niveau professionnel, mais aussi humainement. Puis je voulais juste dire en fait que je suis fier du travail que j'ai réalisé là-bas au Togo, mais aussi je suis fier, je dirais, un peu du parcours que j'ai fait puis de la personne que je suis devenue. Ma première expérience au Cameroun, je pense que j'étais naïf, j'avais le syndrome un peu du sauveur blanc puis de la personne qui va tout changer et tout. Ouais. Puis quand je suis arrivé au Togo, bien, je me suis dit, j'aimerais ça avoir une approche décoloniale, plus bâtie sur des relations d'égal à égal. Tout à fait. Puis ça, je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Puis ça m'a fait vivre une expérience très riche. On a tellement à apprendre des gens là-bas. Je pense qu'il faut faire preuve d'humilité. Puis souvent, on se rend compte que bien qu'on a été là-bas pour aider, bien, on en tire peut-être souvent plus nous-mêmes qu'on en a donné là-bas. C'est vrai. Donc, bref, j'étais fier de l'approche que j'ai eue là-bas, de ce que je suis devenu, mais aussi d'avoir une approche, je dirais, intersectionnelle, qu'on comprend bien les rapports de pouvoir, puis décoloniale aussi, où on bâtit un monde sur des relations horizontales. Ça serait quoi ton plus grand défaut ou ta plus grande qualité, là, tu sais, qui a fait une différence? Bien, qualité, je pense, la détermination. Donc, je pense que j'ai jamais lâché. Puis je suis quelqu'un, tu sais, quand je m'embarque dans quelque chose, j'abandonne pas. Puis je pense que j'en serais pas rendu où j'en suis aujourd'hui si j'avais pas fait preuve de détermination. Le défaut, je pense, je dirais le manque d'empathie. Ouais. Un peu, on me dit souvent que je suis moins pire que je le dis, mais je pense que par rapport un peu à ce que j'ai vécu,
ça m'a un peu tellement, des fois, troublé que j'ai comme plus de la misère à connecter quand des gens peuvent se plaindre sur certaines affaires que je trouve un peu futiles ou des choses comme ça. Ça m'a un peu, des fois, empêché de connecter avec certaines personnes, je dirais. C'est sûr que quand on a vu la misère, voir ici pourquoi on se plaint, c'est autre chose. Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur? La mort me fait peur, c'est un peu... Ouais. mais je vais dire, j'aime la vie, j'aime ma vie, j'aime tous les moments que je vis avec ma famille, mes amis, ma conjointe, ma fille. J'ai cette peur-là que ça s'arrête trop soudainement pour ce que j'aurais envie. Puis je pense que c'est aussi basé sur des expériences où des fois j'ai passé tellement proche que j'ai peur que ça réarrive. Donc ça, c'est toujours quelque chose... C'est quoi qui trotte derrière des fois? Ou la peur des fois aussi que j'en aille pas assez profité avec ma fille. Ça aussi, c'est quelque chose qui me revient souvent. Quand on est parent, ça doit prendre pas mal de place. Ça. Ouais. C'est quoi le plus grand défi personnel que tu as relevé? Élever un enfant. Je pense que c'est une expérience qui est tellement déroutante parce que des fois, tu aurais juste envie de... Je sais pas, t'es comme à bout, puis on dirait que ça t'a poussé à la limite de ce que tu es capable de tolérer, je peux dire, comme humain. Puis d'un autre côté, c'est la plus belle expérience qu'on peut vivre sur Terre. Fait que malgré les moments difficiles, je revivrai à chaque moment demain matin. Puis, de quoi est-ce que tu es le plus fier? Y a-t-il quelque chose que tu as fait dont tu es drôlement fier? Bien, c'est sûr, instinctivement, je pense à ma fille. J'aime beaucoup ce qu'elle est devenue, ce qu'elle est maintenant. Professionnellement, je suis fier aussi du parcours. Tu sais, je pense que... Puis, ce que j'aime aussi, c'est que, tu sais, j'ai remporté des prix de la relève en tourisme, j'ai remporté la médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse, j'ai été en nomination pour le prix Jeune Cadre du Québec. Mais c'est pas ça, moi, nécessairement, que je retiens. C'est plus le parcours dans son ensemble. Je suis fier de ce que j'ai réalisé, des actions que j'ai réalisées. Puis aussi, que j'ai toujours défié mon âge. On me disait toujours, tu peux pas faire ça parce que tu as tel âge ou tel âge. Puis j'ai toujours un peu défié les conventions. Fait que je dirais que je suis plus fier de ces aspects-là que des titres ou des prix. Tu as raison, mais quand même, il y en a eu des prix qui l'ont reconnu, là, ton travail et tout. Est-ce que tu as... non, si tu pouvais recommencer ta vie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais autrement? Je dirais que je suis pas le genre de personne qui me pose ce type de questions-là, fait qu'instinctivement, je dirais que je laisserais tel quel, mais peut-être qu'au niveau professionnel, je me serais impliqué plus rapidement en développement international. J'aurais probablement pris des études en anthropologie parce que j'ai une fascination pour toutes les cultures, les autres et tout. Puis c'était juste de moi. Là, présentement, je suis une deuxième maîtrise en développement international, action humanitaire à temps partiel. Mais si je n'avais pas de la vie familiale, je ferais plein de cours en anthropologie juste parce que j'ai cette curiosité-là. Fait qu'il y aurait peut-être cet aspect-là. Mais tu es encore jeune, tu vas le faire, ton cours Peut-être. d'anthropologie. Peut-être. Est-ce que tu as encore un rêve, quelque chose que tu aimerais vraiment réaliser, là? Bien, il y a le souhait, évidemment, de retourner faire le camp de base l'Everest avec ma conjointe. C'est sûr. Mais je dirais que je suis un grand voyageur puis je souhaite parcourir le plus possible la planète. Il y a des destinations que je veux vraiment faire. J'aimerais aller en Inde pendant plusieurs semaines. J'aimerais aller en Argentine, au Chili, en Patagonie. Donc, juste continuer de voyager puis le plus longtemps possible que ma fille va le vouloir avec elle, puis évidemment avec ma conjointe. Bien, je te le souhaite. Oui. Comme dernier moment, j'aimerais savoir, est-ce que tu as un message à livrer? Est-ce que la vie t'a appris quelque chose, mettons, qui pourrait nous être utile? Oui. Quand j'étais jeune, je regardais avec ma mère la cérémonie des Oscars, puis je trouvais ça toujours drôle que les gens aillent sur scène puis passent 5 minutes à remercier un oncle, une tante, puis tout ça. Puis j'y avais dit à l'époque, moi, si un jour je gagne un prix, je dirais que j'encourage tout le monde à suivre puis que vous êtes tous capables de gagner quelque chose. Il faut juste comme de la détermination et tout. Fait que le mot que je voulais peut-être dire, c'est plus particulièrement aux jeunes, c'est que plus les années vont avancer, plus il va y avoir des difficultés environnementales, il va y avoir des difficultés sociales et tout. Donc, de s'intéresser à ces enjeux-là, puis d'agir, essayer d'être des citoyens de demain, de s'impliquer et tout.
C'est eux qui ont le sort, je vais dire, de l'humanité entre leurs mains. Puis tout le monde est capable, par un petit geste ou par un plus grand geste, de faire quelque chose qui, globalement, va contribuer à un bien commun. Fait que j'encourage juste tout le monde à faire preuve de détermination, d'intérêt pour l'autre, puis faire preuve d'humanité et pas juste d'individualité. Merci beaucoup, Michel. Ça a vraiment été un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci à vous de l'invitation, ça me touche beaucoup.